En art visuel, on a connu le mouvement reflux global, les automatistes, prisme Dieu pour certains, mais enfin, ça fait partie de l'histoire culturelle du Québec. Il y a un groupe, un mouvement et je dirais, des passionnés de peinture qui ont fait le métier et vraiment très, très bien. Et il y a un chercheur qui est poète à ses heures, qui a trouvé le temps pendant toutes ces années de produire un livre aux éditions de l'Université de Montréal qui est absolument fabuleux. C'est 600 pages, les peintres de la montée Saint-Michel, abondamment illustrés. Richard, bienvenue. Et le premier mot que je vais vous dire, c'est bravo pour ce travail colossal. Merci Winston, merci beaucoup. C'est bon, la somme d'une recherche par rapport à un groupe de peintres que la plupart des gens dans le milieu culturel ne connaissaient pas. Qui sont ces peintres de la montée Saint-Michel? Ben, c'est très simple au départ. On est au début du XXe siècle, bon, en 1911, et c'est un groupe de peintres qui ont étudié sous les mêmes maîtres à l'école du Conseil des arts et manufactures qui logeait au Monument national. Alors, ils se sont connus entre 1900, autour de 1907, je dirais. Et puis, il y en avait un dans la classe de dessin qui venait de découvrir un coin, la montée Saint-Michel, puis qui l'avait amené au domaine Saint-Sulpice, dont il était tombé amoureux. Il en parlait autour de lui. Et il a commencé à entraîner un après l'autre ses confrères de classe dans ce paradis, comme il l'appelait. Et au bout de quelques années, en 1911, ben, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un petit groupe et qui se réunissaient régulièrement sur le même lieu, le domaine Saint-Sulpice, au centre de la montée Saint-Michel. Et ils ont dit, bah, on va s'appeler les peintres de la montée Saint-Michel. Mais c'était une appellation entre eux. Voilà. C'est pas un groupe qui s'est publicisé. C'était un groupe d'amis voilà, qui peignaient ensemble sur ce lieu principalement là. Est-ce qu'il y avait des influences? Est-ce que c'était par rapport à ce qui se faisait déjà ici ou est-ce que c'était une influence plutôt européenne? Non, je dirais pas. Ils étudient- Leurs professeurs étaient des peintres traditionalistes, si on peut dire académiques, si on veut, mais qui avaient reçu leur formation en Europe quand même. Donc, ils s'étaient frottés à l'impressionnisme, au symbolisme et tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils enseignaient à leurs élèves. Il fallait d'abord apprendre à dessiner. C'était la base capitale pour devenir un artiste. Il fallait savoir dessiner. Les influences européennes, ça a été des influences non canadiennes, parce que dans les années 20, 1920, mettons, 1915-1920, ici au Québec, au Canada, c'est l'arrivée de la couleur. Et c'est la fin de ce qu'on appelait le fondu académique. Alors, il ne fallait pas qu'on voit les pinceaux, tout ça. Et là, ça commençait à finir tout ça. Et les peintres de la montée, pour la plupart, ont suivi ce courant moderne des années 20. C'était donc leur influence, on peut dire, a été québécoise et canadienne, sauf un, dans sa touche, Joseph-Octave Proult, qui lui a pratiqué le pointillisme, donc le post-impressionnisme. Mais bon, je me suis permis d'imprimer quelques-unes des images dans ce livre. Et j'aimerais que vous me parliez peut-être de certains de ces peintres Oui, et de leur travail. Alors, oui. Alors ici, ben, nous avons Ernest Aubin, qui est le chef de file du groupe. Alors, ça, c'est un détail d'une pochade qui représente les crépuscules de la montée Saint-Michel. Et Aubin était un maître de la pochade. Parce qu'à l'époque, la distinction entre le tableau et la pochade en tant qu'œuvre complète, ça s'effaçait. Avec les nabis, avec les post-impressionnistes, la pochade, par sa valeur spontanée, de saisir un moment, que ce soit un paysage ou l'attitude d'un personnage, était considérée comme une œuvre finie, à part entière.
Et ça, mais pour peindre des pochades, avec cette virtuosité, il faut vraiment avoir beaucoup de talent. Et Ernest Aubin était vraiment un maître dans l'art de la pochade. Il préférait cette spontanéité euh, au travail d'atelier. Il fallait s'installer devant son chevalet. C'était un homme de plein air, automatiquement. Et c'était un homme de l'émotion, de l'instant, quoi. On va revenir à quelques images dans un instant, mais Ouais, je suis très curieux de savoir. Il y a quand même 600 pages ouais. qui sont abondamment illustrées. C'est un travail colossal, Richard, que tu as fait, que tu as réalisé. Tu as mis combien de temps? C'était quoi? C'était un moment que tu là-dessus. Bien, en tout, ça fait 25 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé en 1998 quand j'ai rencontré Estelle Piquette-Garot. C'est elle qui a redécouvert les peintres de la montée Saint-Michel. Elle a rencontré Jean-Paul Pépin, qui était un des membres du groupe encore vivant, et il lui a raconté toute l'histoire. Et elle, ça l'a beaucoup frappée. Elle était déjà amateur d'art. Et elle a rencontré, grâce à lui, tous les autres descendants des autres peintres. Et ça a été déjà un gros travail de débroussaillage. Et en 1996, ben, Laurier-Lacroix a Ouais. fait une exposition, Les peintres de la montée Saint-Michel et leurs contemporains. Et c'est là que j'ai eu le choc de ce groupe. Et après, 2 années après, j'ai rencontré Madame Garot, alors, qui m'a transmis sa passion et qui m'a entraîné dans son sillage, quoi. Mais j'avais déjà une idée d'un ouvrage beaucoup plus complet. Laurier avait fait un très beau travail en situant les peintres de la montée Saint-Michel avec leurs contemporains. C'était le début, la chose qu'il fallait faire pour partir du bon pied. Mais moi, je voulais vraiment faire des monographies. Je voulais savoir qui ils étaient individuellement. Et parce que je trouve qu'on ne parle peut-être pas assez des peintres de cette époque-là, en tout cas, en tant que personne. La personne du peintre est parfois un peu dans l'ombre. Je sais pas, moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir d'où ils venaient, comment ils étaient devenus peintres, comment ça s'était déroulé, comment ça avait fini. Donc, ça, c'était individuellement ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était le groupe. Comment ils fonctionnaient en tant que groupe. Est-ce que c'en était un? Est-ce que c'en était pas un? Et qu'est-ce que c'est un groupe de peintres? Et qu'est-ce qu'il faut? Bon, etc. Alors donc, j'ai ratissé avec l'aide de Madame Garot. J'ai trouvé d'autres choses. J'ai allongé le bras, j'ai allongé le cou. J'ai fouillé les collections des descendants. J'en ai trouvé des nouveaux. Et bon, quand j'ai eu tout ça en main, mais c'est en 2018, ça, que j'ai eu tout ça en main, là, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour vraiment écrire mon livre. Et je m'y suis mis, 2018 à 2023. Ça fait donc 5 ans de Il y a des rédaction. photos là-dedans qui sont mais vraiment très personnelles. C'est-à-dire qu'on les voit dans l'intimité, on les voit en atelier, on les voit, euh, la famille est présente, les amis sont autour. Il y a là tout, il y a une vie très, c'est trépidant comme, comme environnement, je trouve. Alors, si vous permettez, si tu permets, Richard, on va regarder une autre, et ça, c'était de qui? Là, c'est Joseph Jutras. Alors, c'est un des plus jeunes du groupe, ça. Lui, quand le groupe a été fondé en 1911, il avait 14 ans. Allez, il étudiait dans la même classe que les autres. Mais Ernest Aubin, en 1911, avait 17 ans. C'est un groupe de jeunes, vous savez, c'est des passionnés. Là. Ils étudient, ils apprennent la peinture, ils viennent de découvrir la montée Saint-Michel, ils se réunissent là, sont pleins d'idéal et d'enthousiasme. Alors ça, c'est Joseph Jutras, oui, qui Alors, est un... ils veulent changer de nom. Alors, de toute façon, ça c'est clair. Oui, Ça n'est oui, pas de créateur qui a pas ça comme mission, quelque part. Ça, on parlait de pointillisme tout à l'heure. oui, voilà, ça, c'en est un. Ça, c'est Onésime Aimé Léger, qui a pratiqué le pointillisme avec Joseph Octave Pro. Onésime Aimé Léger, c'est particulier parce qu'avec Jean-Onésime Legault,
qui était son grand ami. Ce sont les deux peintres symbolistes du groupe. Léger a étudié à Bruxelles en Et voilà. 1904-1905. Bruxelles qui était une des capitales, sinon peut-être la capitale du symbolisme en Europe. Et donc, il partageait avec Legault cette attirance pour le symbolisme qui, lui, en peinture, veut transmettre des idées. Alors, Legault, c'était une forme de rêve vis-à-vis de la nature dans son symbolisme. Et Léger, c'était une perception de la vie assez sombre. C'est un grand pessimiste. Il a révolté vis-à-vis des injustices de l'histoire et de la société. Et il traduisait ça dans ses œuvres. C'est pas mal. Il y en a même qui ont réussi à contester le recul global et les autres mouvements aussi autour. C'est tout à fait normal d'une certaine façon. Alors, ceci, Jean-Paul Pépin, alors là, ça c'est le bébé du groupe, là. Lui, il est né en 1897, en 1911 aussi, il avait 14 ans, mais peut-être qu'il a assisté à la naissance du groupe en 1911, mais son père, qui était libraire, un important libraire de la rue Sainte-Catherine, s'opposait radicalement à ses études artistiques. Il n'y en était pas question, parce que dans sa librairie, il vendait du matériel d'artiste, et quand il voyait ce genre de type arriver dans la boutique, il disait à son fils, voilà, c'est à ça que tu vas ressembler plus tard, là. Bon, alors, donc Jean-Paul Pépin est arrivé un petit peu plus tard dans le groupe, je dirais 1920 à peu près, mais il a beaucoup aimé le groupe, il en a beaucoup parlé. Il a été un de ceux qui a vécu le plus vieux et il a concouru à maintenir le nom du groupe vivant. et cette dernière illustration serait de, Joseph Octave Roux, ça c'est l'américain du groupe. Alors, il est d'origine canadienne-française, québécoise, mais il est né aux États-Unis, près de Boston. Et il était tout. Bon, il est venu vivre au Québec parce que c'est ici qu'il a étudié. Il a fugué. Son père ne voulait pas qu'il étudie. Alors, ici, il a fui la maison. Il s'est réfugié chez les Clercs de Saint-Viateur pendant quelques années. C'est là qu'il a appris le dessin. Et après, quand il a quitté, parce qu'il allait simplement pour étudier, il n'y avait pas la vocation, et là, il s'est inscrit à l'École des arts et manufactures où il a rencontré les autres peintres du groupe. Mais il voyageait beaucoup entre le Québec et les États-Unis, où il a attrapé le pointillisme. Il visitait beaucoup des grands musées américains. Alors, il y avait plus de pointillisme à l'époque, en 1925, dans les grands musées américains qu'il y en avait ici. Alors voilà, Joseph Octave Proulx, l'Américain. Oui. intéressant qu'il ait fait ce détour parce que, oui, à cette période-là, il y avait beaucoup de Canadiens français, comme on s'appelait à l'époque, qui sont allés travailler dans les usines de textiles dans ce coin-là français. Voilà, oui, exactement. Worcester, Springfield, ces endroits où il y avait encore une présence francophone. Oui, bien sûr, bien sûr. Absolument. Alors, je trouve que votre livre s'inscrit totalement dans le haut du palmarès de ce qui existe en livre d'artistes ici. Et je trouve que votre travail est presque un travail de moine. Oui, oui. Bon, il y a des prix qui sont, bon, c'est pas donné de publier comme ça, et c'est pas non plus nécessairement tous les éditeurs qui sont prêts à investir de cette façon. Pourriez-vous me parler un petit peu du Making of? Oui, oui, évidemment, ce genre de livre-là est impossible à publier. Étant donné l'ampleur du volume et la qualité que je voulais un ouvrage relié, je voulais des pages cousues, je voulais un vrai beau livre d'art pour ces peintres-là. Alors, moi, en 1998, avec d'autres amis, j'ai fondé un centre de recherche sur l'atelier de l'Arche Mhm. et son époque, 1900-1925. L'Arche, c'est un atelier de la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. La bâtisse existe toujours et ça a servi d'atelier aux peintres de la Montée Saint-Michel. Alors, avec mon centre de recherche, j'en suis le directeur, j'ai un conseil d'administration. On a mis sur pied une collecte de fonds
pour appuyer l'éditeur, parce que c'est sûr que l'éditeur ne peut pas publier ça, il va travailler à perte. Alors, il va refuser. Donc, pendant 2 ans, au moins 2, 3 ans, alors on a sollicité toutes les personnes sollicitables que ça pouvait intéresser pour arriver à atteindre un montant assez respectable qui faisait que l'éditeur, voilà, pouvait embarquer dans le projet sans travailler à perte. C'était un gros travail aussi. Parallèlement, il y avait la rédaction du livre et puis le montage de la maquette, et puis il fallait en plus aller chercher de l'argent. C'était un gros, gros travail d'équipe. Mais je considère que ce livre vaut vraiment, euh, bon, il y a Pâques qui vient bientôt, là. Moi, je me dis, si vous voulez gâter quelqu'un qui est passionné par les arts visuels, c'est un excellent acte, hein. Encore une fois, en conclusion, Richard vous félicite pour cette magnifique entreprise et j'invite les gens, évidemment, à passer en librairie, enfin, et se le procurer. Alors, et en terminant, peut-être, avez-vous un autre projet fou comme ça, en quelque part, cerveau? Bien, pas aussi fou, non, je me lancerai Vous écrivez toujours de la poésie. toujours, oui. Oh, j'ai des recueils de poèmes qui dorment dans mes tiroirs. Je trouve je trouve ça triste. Euh, mais peut-être, oui, les Pins de la Montée Saint-Michel, ce livre-là, c'est leur commencement, hein. Alors, il y a peut-être des monographies de l'un ou l'autre qui sont en discussion, là, oui. C'est Richard tout. Foisy, merci encore une fois pour les peintres de la Montée Saint-Michel qui est disponible par le biais des éditions de l'Université. Merci et Merci beaucoup. bonne fin de journée. Merci, Winston.